Avez-vous déjà songé à la raison pour laquelle, dans les musées, on nous interdit catégoriquement de toucher les expositions avec les mains? On nous dit que c'est pour la préservation des anciens chefs-d'œuvre, que le sébum cutané détruirait l'émail unique et qu'un mouvement maladroit anéantirait l'inestimable héritage de nos ancêtres. Mais si la véritable raison résidait ailleurs? Et si un seul contact tactile avec ce qu'on appelle un artefact historique était capable de détruire toute la vision du monde qu'on nous a dépeinte depuis les bancs de l'école? Vous avez été trompés. Nous vivons tous dans une mise en scène où le passé a été réécrit, et les technologies que nous considérons comme le summum du progrès du XXIe siècle ne sont en réalité que les misérables vestiges de ce qu'une civilisation, effacée de la surface de la Terre il n'y a pas si longtemps, possédait. Aujourd'hui, nous ne parlerons ni de pierre, ni de métal. Nous parlerons de la fragilité qui est plus solide que n'importe quel mensonge. Regardez ces services athées, la porcelaine impériale. Les catalogues des musées nous indiquent fièrement les dates, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. On nous raconte des histoires touchantes sur des maîtres-serres talentueux qui, à la lueur d'une lampe à huile, pendant les pauses entre les travaux des champs harassants, créent des chefs-d'œuvre inaccessibles aux usines modernes. Mais écartons la poésie et activons une logique froide et une pensée d'ingénieur. Devant nous, un service comptant plus de 1000 pièces. Réfléchissez à ce chiffre. 1000 pièces. Et chacune d'elles, qu'il s'agisse d'un Turin, d'un saucier ou d'une minuscule tasse à café, possède une épaisseur de paroi absolument identique. Prenez un pied à coulisse en main. Si on vous permettait de mesurer l'épaisseur des parois de 2 tasses d'un tel service, vous découvririez avec horreur que l'écart ne dépasse pas les centièmes de millimètre. La porcelaine qu'on nous montre est souvent plus fine qu'une feuille de papier à écrire. Elle est translucide au soleil, comme si ce n'était pas de l'argile, mais de l'air figé. L'histoire officielle affirme que c'est le résultat d'un modelage manuel ou d'un tour de potier. Sérieusement? Avez-vous déjà essayé de modeler à la main 1000 objets absolument identiques? Pas simplement similaires, mais géométriquement identiques? Même le maître le plus génial, doté d'un œil de tireur d'élite, n'en serait pas capable. La main humaine tremble, l'œil se fatigue, l'épuisement l'emporte. Ici, nous voyons un estampage mécanique de classe de précision suprême. Mais la géométrie n'est que la partie émergée de l'iceberg du mensonge. Le plus terrifiant commence quand nous posons des questions aux physiciens et aux technologues de la production céramique. La porcelaine n'est pas simplement de l'argile. C'est un mélange des plus complexes de kaolin, de quartz et de feldspath. Pour que ce mélange se transforme en ce matériau précis sonnant, d'un blanc immaculé et semi-transparent, il faut le cuire au four. Et c'est ici que la version officielle commence à craquer aux coutures plus fort qu'une assiette brisée. La température de frittage de la véritable porcelaine dure va de 1350 à 1450 degrés Celsius. 1400 degrés. Vous imaginez-vous cette température? Ce n'est pas un feu de camp en forêt, ni le four de grand-mère où l'on cuit des tartes. À une telle température, l'acier fond. Pour atteindre et, ce qui est le plus important, maintenir une telle température dans un volume énorme de four, il faut des technologies d'insufflation d'air, des systèmes de surpression et un carburant idéal. Les historiens nous assurent qu'on utilisait du bois. Du bois? Pour obtenir 1400 degrés avec du bois, il ne suffit pas de brûler une forêt. Il faut un système de fourniture forcée d'oxygène sous une pression énorme. Où sont les compresseurs? Où sont les tuyaux? Où sont les vestiges de ces gigantesques complexes industriels? On nous montre des images d'ateliers cosy où des barbus jettent des bûches dans une maçonnerie en briques. C'est risible. Sans ventilateur électrique ou brûleur à gaz à haute pression, vous n'obtiendrez pas un chauffage uniforme.
Et si le chauffage est inégal, la porcelaine craquera simplement ou se déformera. Et c'est là que nous approchons du principal assassin technique de l'histoire officielle, le coefficient de retrait. Lors de la cuisson, la pâte de porcelaine se réduit en volume d'environ 15 ou même 20%. C'est une grandeur colossale. Imaginez, vous modelez une tasse d'une taille donnée et vous en retirez du four une autre plus petite d'1/5. Le processus de retrait dépend de l'humidité de la pâte, de la température à chaque point précis du four, du temps de maintien. Dans un four à bois sans capteur ni automatisation, il est impossible de contrôler ces paramètres avec une précision au degré et à la seconde près. C'est physiquement impossible. Donc, les objets d'un service pour 1000 personnes devraient être différents. Certains un peu plus petits, d'autres un peu plus tordus, les troisièmes avec un dessin déformé. Mais ils sont identiques. Ils sont identiques comme des clones. Cela ne signifie qu'une chose. Il existait une technologie de stabilisation de la masse dont nous ignorons tout. Ou bien les fours n'étaient pas du tout à bois, mais des appareils hautement technologiques avec un contrôle programmable de la température. Ou bien, et c'est encore plus effrayant, ces objets n'étaient pas du tout cuits au sens où nous l'entendons. Peut-être que la méthode de leur création était plus proche de l'impression 3D ou du moulage polymère, mais à partir d'un matériau qui, par ses propriétés, surpasse tout ce que nous avons aujourd'hui. Nous regardons ce qu'on appelle les antiquités et nous voyons les traces d'une production industrielle, en série, d'une civilisation qui surpassait la nôtre en niveau de développement. On nous parle de manufacture du XVIIIe siècle. Mais essayez de trouver les plans de ces fours. Pas les dessins d'artistes qui n'ont jamais vu une production de leur vie, mais des schémas d'ingénierie. Ils n'existent pas. Essayez de trouver les cimetières de rebut. Avec une production manuelle et une cuisson au bois, le pourcentage de rebut devrait être monstrueux. Jusqu'à 70% des pièces devraient partir à la casse. Où sont ces montagnes de porcelaine brisées autour des anciennes usines ? Les archéologues trouvent des tessons, oui, mais pas à l'échelle industrielle, qui correspondrait à la production de services pour des milliers de convives, pour chaque palais d'Europe et de Russie. On a l'impression que ces services sont apparus prêts à l'emploi. Ils ont simplement surgi, comme s'ils avaient été sortis de boîtes arrivées d'une autre planète ou d'un autre temps. Et remarquez encore un détail qui donne froid dans le dos. Le motif. Des ornements complexes, des paysages, des portraits sur des surfaces convexes. On nous dit peinture manuelle. Avez-vous déjà essayé de dessiner une fleur absolument identique sur 1000 assiettes? Pas au pochoir, mais au pinceau? Oui, de sorte que le nombre de pétales, les nuances de couleurs et l'épaisseur des lignes coïncident à la micron près. L'homme n'est pas un robot. Chez l'homme, l'humeur change, la main tremble, l'éclairage varie. Mais sur les services, nous voyons une précision typographique. C'est du décalcomanie, c'est de l'impression, c'est n'importe quoi. Mais pas une peinture manuelle d'un artiste serre à la lueur des bougies. On nous ment en face, en espérant que nous serons trop émerveillés par la beauté pour remarquer l'évidente impossibilité technique de l'existence de ces objets dans le cadre de la chronologie officielle. Nous n'avons fait que gratter la surface de ce mystère. Et croyez-moi, ce qui suit sera encore plus effrayant. Plongeons dans la chimie, cette science même que les historiens préfèrent ignorer, la remplaçant par de belles légendes à la place des formules. Regardez la couleur de la porcelaine impériale. Elle est d'un blanc éblouissant. Ce n'est pas simplement une couleur blanche, c'est une blancheur absolue, stérile, dépourvue de la moindre impureté. Tout géologue vous dira que dans la nature, le kaolin parfaitement pur, l'argile blanche qui est la base de la porcelaine, n'existe pratiquement pas. Elle contient toujours des impuretés, oxyde de fer, de titane, mica,
Il suffit de laisser ne serait-ce qu'une fraction de pourcent de fer, et après cuisson, votre pièce ne sera pas noblement blanche, mais sale grisâtre, crème ou carrément rougeâtre. Pour obtenir cette fameuse pâte blanche, il faut soumettre la matière première à un processus d'enrichissement des plus complexes. Aujourd'hui, pour purifier le kaolin, on utilise des séparateurs électromagnétiques puissants, un blanchiment chimique, une flottation et une centrifugation. Ce sont d'immenses usines, consommant des mégawatts d'énergie. On nous demande pourtant de croire qu'au XVIIIe siècle, des paysans atteignaient la même pureté de matériaux par la méthode du débourbage dans des tonneaux en bois. On nous dit qu'ils mélangeaient simplement l'argile dans l'eau et attendaient que les fractions lourdes se déposent. Considérez-vous sérieusement que la gravité est capable de séparer les éléments chimiques et d'éliminer les particules microscopiques d'oxyde de fer incrustées dans la structure du minéral? C'est un mensonge calculé, pour des gens qui n'ont jamais eu affaire à une production réelle. Sans chimie industrielle et sans électricité, il est impossible d'obtenir une matière première de cette qualité. Cela signifie que soit ils disposaient d'autres méthodes de purification basées sur des principes physiques inconnus de nous, soit ils obtenaient cette matière première déjà prête, en l'extrayant des réserves d'une époque précédente, plus avancée. Et maintenant, rappelons-nous la fameuse porcelaine à os. C'est la fierté de nombreuses manufactures européennes. Pour conférer aux pièces une résistance particulière et cette fameuse transparence renommée, on ajoutait à la pâte des cendres d'os de bovin calcinés. La recette exige que la teneur en cendres d'os atteigne jusqu'à 50%. La moitié de la composition d'une tasse, ce sont des os. Et maintenant, sortez la calculatrice, que les historiens officiels détestent tant. Imaginez les volumes de production. Des dizaines, des centaines de milliers d'objets par an, des services, des vases, des statuettes qui remplissent tous les palais et manoirs de Londres à Saint-Pétersbourg. C'est des tonnes de produits finis. Donc, il faut des tonnes d'os. Pour obtenir une tonne de cendres d'os, il faut traiter un immense troupeau. Où sont ces gigantesques abattoirs? Où est la logistique pour la collecte, le transport et l'incinération de cette quantité de matière biologique? Car les os ne doivent pas simplement être brûlés sur un bûcher. Il faut les calciner à haute température jusqu'à l'élimination complète de la matière organique, pour ne laisser que du phosphate de calcium pur. La puanteur d'une telle production aurait été telle qu'aucun roi n'aurait permis d'installer une manufacture de porcelaine près de sa résidence. Et pourtant, on nous montre de belles gravures de l'époque, des bâtiments nets et impeccables, des usines impériales se dressent au milieu de parcs impeccables. Des dames avec leurs ombrelles se promènent à proximité. Pas de fumée noire, pas de montagnes d'os, pas de saleté. C'est une mise en scène. Ces bâtiments n'étaient pas des usines. Il s'agissait probablement de simples points de distribution ou d'entrepôts où l'on stockait ce qu'on avait réussi à trouver et à déterrer. Il y a encore un autre aspect technique qui laisse les ingénieurs perplexes. La glaçure. Cette couche vitreuse qui recouvre la porcelaine. Le coefficient de dilatation thermique de la glaçure et du biscuit lui-même doit être parfaitement identique. S'il se dilate et se contracte différemment au chauffage et au refroidissement, la glaçure se couvrira d'un réseau de fissures, le craquelé, ou s'en ira complètement. L'ajustement de la composition de la glaçure à celle précise de l'argile est une tâche que les technologues modernes résolvent en laboratoire à l'aide d'analyses spectrales et de modélisation informatique. Comment les maîtres d'autrefois s'y prenaient-ils? À tâtons? Il aurait fallu des siècles d'expérimentation pour trouver la paire idéale biscuit-glaçure. Mais d'après les musées, la porcelaine parfaite est apparue d'un coup, soudainement, sans longue période de maladie infantile et d'évolution de la qualité. Au début du XVIIIe siècle, en Europe,
on se met soudain à fabriquer des objets qui n'ont rien à envier aux modèles modernes. Et souvent, les surpassent. Et enfin, regardons les quantités. L'échelle de production contredit les données officielles sur la population. Les historiens affirment que les villes étaient petites, la population rare, et l'élite un pourcentage infime. Mais la quantité de porcelaine antique conservée est colossale. Les ventes aux enchères débordent d'offres, les boutiques d'antiquités sont encombrées de marchandises, les réserves des musées sont surchargées, et combien encore prennent la poussière dans des collections privées et sur les greniers. Si l'on divise toute cette masse de vaisselle par le nombre de familles nobles de l'époque, on obtient que chaque comte devait avoir une cinquantaine de services et les briser chaque jour pour porter bonheur. Soit la population était des fois plus importante qu'on nous le dit, et la catastrophe qui a anéanti les gens est survenue tout récemment, soit les capacités de production étaient automatisées et fonctionnaient 24 heures sur 24, pourvoyant aux besoins d'une civilisation multimillionnaire qu'on a rayée des manuels. Nous regardons une délicate statuette de bergère et ne voyons pas derrière elle la puissance industrielle nécessaire à sa création. Nous voyons de l'art, alors que nous devrions voir des technologies. Des technologies qui permettent de créer des millions de copies avec une précision au micron près. Quelqu'un a vraiment voulu que nous considérions cela comme de la simple vaisselle élégante. Mais il existe une hypothèse selon laquelle la porcelaine avait un autre usage. Avez-vous remarqué comment elle sonne? Un son pur, long, aigu. La porcelaine est un diélectrique et un excellent résonateur. Et si ces gigantesques vases, qu'il est impossible d'utiliser pour des fleurs en raison de leur hauteur de 3 mètres, faisaient partie d'un quelconque système technique, d'un système d'éclairage, de communication ou de génération d'énergie, fonctionnant sur les principes de l'électricité atmosphérique, que Nikola Tesla connaissait, mais que nous avons oublié. L'histoire officielle craque comme de l'argile surcuite. Mais le plus intéressant est à venir. Nous arrivons à la question qui effraie le plus. Si ces usines n'ont pas été construites par ceux à qui on attribue leur création, d'où viennent-elles? Et pourquoi, au milieu du XIXe siècle, la qualité de la porcelaine et de l'architecture chute-t-elle soudainement, remplacée par de grossières contrefaçons et un primitivisme? Quelque chose s'est produit qui a repoussé l'humanité en arrière dans son développement. Une sorte de redémarrage global dont nous trouvons les traces dans chaque tasse ancienne. Préparez-vous. Nous allons maintenant aborder des technologies dont l'existence bouleverse complètement la chronologie des manuels d'histoire. Si les faits précédents suscitaient chez vous des doutes, alors le phénomène de la lithophanie devrait être le dernier clou dans le cercueil de la version officielle. La lithophanie, c'est l'art de créer des images sur de la porcelaine extrêmement fine, visible uniquement en transparence. Devant vous, une assiette ou une plaque blanche en relief. Elle semble simplement irrégulière, mais approchez-la d'une source de lumière et un portrait photographiquement précis, un paysage avec perspective ou une scène extrêmement complexe avec des dizaines de figures vous regardent. L'image se forme grâce à l'épaisseur variable de la couche de porcelaine. Là où la couche est plus épaisse, la lumière passe moins bien et forme une ombre. Là où elle est plus fine, lumière. C'est, en substance, une photographie en noir et blanc gravée dans la pierre. Et maintenant, expliquez-moi comment on faisait cela manuellement dans la première moitié du XIXe siècle. Le maître ne voit pas le résultat de son travail pendant le processus. Il sculpte l'argile crue, humide. L'argile est sombre, opaque. Il ne peut pas l'approcher d'une lampe pour vérifier les demi-teintes, car l'argile ne deviendra transparente qu'après une cuisson à haute température, quand elle se transformera en porcelaine. Toute erreur de l'ordre du millimètre dans l'épaisseur de la couche déformera l'image, rendant le visage du portrait difforme ou plat. Pour créer une lithophanie, il faut avoir une vision informatique
capables de traduire les gradations de gris en microns d'épaisseur de matériaux, et des mains de robots capables d'enlever une couche d'argile précisément à cette profondeur. C'est un problème inverse pour une machine à commande numérique. C'est une fraiseuse 3D selon un modèle mathématique. C'est impossible à faire à la main, tout comme il est impossible de découper une puce à la main. La présence massive de lithophanie dans les musées prouve de manière irréfutable. La civilisation du passé disposait de machines-outils. Elle avait des technologies de numérisation d'images et de transfert sur matériaux. Mais les historiens continuent de marmonner à propos de talents autodidactes. Allons plus loin. Les gigantesques vases de sol. À l'Ermitage et dans d'autres palais se dressent des monstres de porcelaine de 2 à 3 mètres de hauteur. La version officielle affirme qu'on les assemblait à partir de plusieurs parties avant la cuisson. Admettons. Mais avez-vous déjà vu comment se comporte l'argile crue d'une telle masse? L'argile est un matériau plastique et lourd. Sous son propre poids, les parties inférieures d'une telle structure glisseraient inévitablement, se déformeraient. Les parois ne résisteraient pas à la pression des étages supérieurs. Pour qu'une telle vase conserve une géométrie idéale, elle devrait durcir instantanément ou se trouver dans des conditions de gravité réduite. Il existe une théorie qui explique toutes ces incohérences d'un coup. Et elle effraie par sa simplicité. Et si ce n'était pas de la céramique cuite du tout? Et si devant nous se trouvait le résultat d'une synthèse chimique à froid? Géopolymère, pierre artificielle, une masse liquide versée dans un moule qui durcit, acquérant la résistance du granit et la sonorité du verre, sans nécessité de four gigantesque. Cela explique l'identicité de milliers d'objets dans les services. On les moulait simplement dans un même moule. Cela explique l'absence de retrait. Cela explique les dimensions gigantesques des vases. Nous avons affaire à une industrie chimique hautement développée qui savait créer des matériaux aux propriétés prescrites au niveau moléculaire. On nous a laissé des comptes sur le tour de potier pour que nous ne cherchions pas les recettes de ce plastique éternel. Et ici, nous approchons de la question la plus terrifiante. Pour qui tout cela était-il produit? Les volumes de production de porcelaine, de cristal, de miroirs, au XVIIIe et XIXe siècle, sont tels qu'ils ne pouvaient physiquement pas être consommés par la quantité de population que nous dépeint la démographie officielle. Les villes étaient minuscules, les villages miséreux. Où sont passés les millions d'assiettes, de tasses, de soupières? Imaginez la logistique. Sans chemin de fer ni route normale, sur des charrettes, sur des chemins boueux, transporter une cargaison fragile sur des milliers de kilomètres. La moitié se serait transformée en tessons. Mais les services arrivaient intacts. Ou ils ne voyageaient nulle part. Il existe une hypothèse qui donne la chair de poule. Toute cette vaisselle n'était pas produite pour nous. Nous sommes une civilisation de pillards. Nous sommes arrivés sur les ruines. Une catastrophe globale, ce fameux déluge de boue où la guerre des dieux a détruit un monde hautement développé où la population se comptait en milliards et le niveau de vie était inaccessible pour nous actuels. Ceux qui ont survécu, ou ceux qui ont repeuplé ces territoires, ont simplement déterré des entrepôts de produits finis. Les usines impériales ne produisaient pas de porcelaine. Elles la légitimaient. Elles apposaient leur marque par-dessus la glaçure. Notez-le, sur de nombreux objets anciens, les marques se trouvent par-dessus le vernis. Elles s'effacent. Elles ont été appliquées manifestement après la fabrication. Ce sont des numéros d'inventaire de pillards qui se sont appropriés un bien d'autrui. Nous vivons dans un monde de culte du cargo. Nous utilisons les complexes dispositifs techniques du passé comme de la vaisselle. Regardez les formes des anciennes vases et soupières. Ne vous rappellent-elles pas les isolateurs sur les lignes à haute tension? Formes complexes, nervurées, couvercle en dôme, abondance d'or. Et l'or est un conducteur idéal,
cadres métalliques. Et si ces services étaient des éléments d'une énergie domestique sans combustible? Les bols, des condensateurs, les vases, des résonateurs du champ éthérique. Nous y versons de la soupe, comme des sauvages ayant trouvé un smartphone pourraient l'utiliser comme planche à découper. Nous avons perdu le sens des choses, en conservant seulement leur forme. La catastrophe globale du milieu du XIXe siècle a effacé non seulement les villes, elle a effacé la mémoire. C'est précisément dans cette période qu'a lieu une étrange dégradation. La porcelaine devient plus épaisse, plus grossière. Les motifs se simplifient. Le secret de la porcelaine à os est soudain oublié et il faut le réinventer. Les chefs-d'œuvre sont remplacés par de la marchandise de consommation courante. C'est un marqueur clair du changement de civilisation. Les anciennes réserves se sont épuisées, les machines se sont cassées, les ingénieurs sont morts. La nouvelle humanité a commencé à modeler des pots en argile, essayant d'imiter les échantillons divins du passé, mais n'obtenant qu'une piètre parodie. Et la preuve la plus terrifiante, ce sont les gens. Où sont les cimetières des maîtres? Si des milliers de personnes ont travaillé pendant des siècles avec du plomb nocif dans la glaçure, avec du mercure dans la dorure, elles devaient mourir jeunes et en masse. Autour des usines devaient se trouver d'immenses cimetières. Ils n'existent pas. Il n'y a pas d'enregistrement dans les livres d'église sur des milliers de potiers morts de maladies pulmonaires. Donc, ils n'ont pas existé. Donc, le processus était automatisé, sans homme, robotisé. Nous regardons la bergère en porcelaine et ne comprenons pas qu'elle est un témoin de l'Apocalypse. Elle a survécu à la fin du monde pour se retrouver dans le buffet de votre grand-mère. Mais le puzzle commence à se former et l'image qui se dessine est horrible. Élargissons l'échelle de notre enquête et regardons la carte du monde. L'histoire officielle essaie de nous convaincre que chaque pays s'est développé isolément, ayant ses particularités culturelles et technologiques uniques. Mais regardez la porcelaine. Porcelaine chinoise, de Meissen en Allemagne, de Sèvres en France, impériale en Russie. Si vous enlevez les marques et les motifs nationaux caractéristiques, vous verrez une base technologique absolument identique. Même blancheur, même sonority, même épaisseur du biscuit, même principe de glaçage. C'est un standard mondial de qualité, implanté partout et simultanément. Au XVIIIe siècle, quand, selon les historiens, un voyage de Paris à Pétersbourg prenait des semaines de secousses en voiture, existait-il un réseau technologique unifié? C'est impossible dans des conditions de fragmentation féodale et d'absence de communication instantanée. C'est possible seulement dans un cas, si le monde avait été globalisé bien avant l'invention d'Internet et que nous ayons affaire à une unique civilisation planétaire. Réfléchissez à la logistique. Ce mot ennuyeux détruit les belles légendes plus vite que n'importe quelle arme. On nous dit que la matière première pour la porcelaine était souvent transportée sur des milliers de verstes. Kaolin d'une carrière, feldspath d'une autre, quartz d'une troisième. Souvenez-vous de l'état des routes de l'époque. Ce sont des pistes boueuses, des ornières, de la gadoue. Transporter des tonnes de cargaisons pulvérulentes sur des charrettes sans amortisseur sous la pluie et la neige, le coût d'une telle porcelaine aurait dû dépasser celui de l'or de plusieurs dizaines de fois. Mais il y en avait beaucoup. Elle était accessible non seulement aux tsars, mais aussi aux simples marchands. C'est un non-sens économique. Soit ils disposaient d'autres moyens de transport, par exemple des plateformes de lévitation atmosphérique ou un réseau de tunnels souterrains dont nous avons peur de parler, soit la production était locale, mais selon des plans et des cartes technologiques unifiées, transmises par quelqu'un, utilisant la transmutation des éléments. Et maintenant, rappelez-vous les célèbres expositions universelles du milieu du XIXe siècle. Londres, 1851. Paris, Philadelphie. Le Crystal Palace, construit à Londres
en seulement quelques mois, à partir d'immenses panneaux de verre et de métal. On nous dit que c'était une démonstration des réalisations de la révolution industrielle. Mais regardez les expositions. Des vases géants en malachite et en porcelaine. Des statues incroyables. Des mécanismes dont la précision éblouit. Et tout cela apparaît comme sorti de nulle part. Hier, on voyageait à cheval et on chauffait les fours au bois. Et aujourd'hui, on érige des gratte-ciels de verre et on expose des milliers de chefs-d'œuvre. Il existe une théorie selon laquelle ces expositions n'étaient pas une démonstration de réalisation, mais une gigantesque vente aux enchères du legs d'une civilisation détruite. Les nouveaux maîtres du monde, qui ont pris le pouvoir après la catastrophe, ont exposé ce qu'ils avaient réussi à déterrer et à restaurer, le présentant comme leurs propres inventions. C'est précisément pourquoi de nombreuses technologies se perdaient après les expositions. Les secrets étaient oubliés, les usines fermées, les maîtres mouraient. C'était une action unique, montrer, vendre et cacher les traces. Revenons à nos services pour 1000 personnes. Comptons la nourriture. Si vous avez un service pour 1000 personnes, cela signifie que vous prévoyez de nourrir 1000 invités simultanément. C'est logique. Et maintenant, imaginez le volume de provisions. Des tonnes de viande, de légumes, de vin, de fruits. Où sont les réfrigérateurs? Où sont les installations réfrigérantes? Au XVIIIe siècle, on nous parlera de glacières, des fosses remplies de glace de rivière. Croyez-vous sérieusement qu'on puisse conserver la fraîcheur des produits pour un banquet de cette envergure dans une fosse avec de la glace de rivière sale, sans empoisonner la moitié de l'élite? L'infrastructure des palais de l'époque, si on l'étudie d'après les plans du cadastre et non les brochures touristiques, n'est pas conçue pour un tel flux d'organique. Les cuisines sont petites, l'égout primitif ou inexistant. Ces services existent en dehors de la réalité du quotidien de l'époque. C'est comme trouver un moteur de Boeing dans la charrette d'un paysan. La pièce est là, mais pas l'avion. Cela suggère que ces objets étaient utilisés dans des conditions totalement différentes. Peut-être que le problème de conservation des aliments ne se posait pas du tout à l'époque. Peut-être que la nourriture était synthétisée sur place, ou que les technologies de conservation étaient basées sur le vide et l'irradiation, et que la vaisselle en porcelaine jouait un rôle clé dans ce processus. L'argent purifie l'eau, nous le savons. Et quelle propriété possède la porcelaine et cette glaçure dont nous avons perdu la recette? Peut-être que la nourriture dans une telle vaisselle ne se gâtait pas pendant des semaines. Nous voyons la soucoupe comme un support pour de la nourriture. Mais pour nos ancêtres, cela pouvait être un complexe instrument biochimique de préservation de la santé et de prolongation de la vie. Et c'est ici que nous approchons de la section la plus sombre de notre enquête. La catastrophe. Pourquoi y a-t-il autant de porcelaine dans le sol? Tout archéologue creusant au centre de Moscou, de Pétersbourg ou de Rome vous dira que la couche culturelle est remplie de céramides brisées. On nous dit, eh bien, les gens vivaient, cassaient la vaisselle, jetaient des déchets, pendant des siècles. Mais la couche de porcelaine brisée forme souvent une bande continue, mélangée à du charbon, du verre fondu et du métal déformé. Ce n'est pas des déchets, c'est une couche de destruction. Une couche formée en un instant. Onde de choc, incendie à haute température, coulée de boue. La porcelaine est un matériau éternel. Elle ne pourrit pas, ne rouille pas, ne se dissout pas dans l'acide. Il est le témoin idéal. Si tous les livres ont brûlé, si le métal a rouillé et s'est désintégré en poussière, la porcelaine est restée. Ces magnifiques services qui trônent dans les musées, ce sont ces rares ensembles rescapés qu'on a exhumés de stockages hermétiques ou de caves non touchées par le feu. Tout le reste s'est transformé en gravats sous nos pieds.
Nous marchons sur les os et les tessons d'une civilisation de titans. Et ceux qui réécrivaient l'histoire le savaient parfaitement. Il leur fallait expliquer la présence d'une énorme quantité d'objets de qualité qu'ils n'étaient pas capables de produire eux-mêmes. Et ils ont inventé un conte de fées sur le siècle d'or de la noblesse, sur les bals et les mascarades, sur les cerfs gauchers. Ils ont comblé le vide par le mensonge, pour que nous ne nous sentions pas orphelins sur un champ de cendres. Regardez les dates de fondation de la plupart des usines de porcelaine. Milieu du XVIIIe siècle. Étrange synchronie, n'est-ce pas? À travers toute l'Europe, soudainement, comme sur ordre, on se met à cuire de la porcelaine. Comme si quelqu'un avait ouvert des capsules temporelles ou des bunkers intacts contenant l'équipement. Et vers le milieu du XIXe siècle, après une série de guerres et d'incendies étranges, la qualité chute. Commence l'époque de la faïence, de l'estampage bon marché. La technologie se perd. Les machines épuisent leur durée de vie et s'arrêtent. Les connaissances s'évanouissent. Arrive notre ère, l'ère du plastique et des objets jetables. Nous avons dégénéré, mais on nous a convaincus que c'était du progrès. Mais le plus choquant se cache dans la composition des peintures. L'analyse spectrale des peintures sur porcelaine ancienne révèle la présence d'éléments des terres rares, d'uranium et de composés utilisés aujourd'hui dans l'industrie spatiale et l'électronique. Un pourpre impossible à obtenir par des méthodes ordinaires. De l'or appliqué en une couche de quelques atomes. À quoi rime une telle complexité pour une simple assiette? Sauf si cette assiette devait remplir des fonctions dont nous n'avons même pas idée. Le tableau global est le suivant. Nous vivons sur les ruines d'une civilisation hautement technologique qui a péri lors d'une catastrophe planétaire ou d'une guerre ciblée quelque part au milieu du XIXe siècle. Tout ce que nous appelons classicisme, baroque, empire, ce ne sont pas des styles architecturaux inventés par différentes écoles. C'est un standard unique de construction et de design de ce monde. D'un monde où la pierre était coulée comme du béton, où le métal ne rouillait pas, et où la porcelaine était imprimée sur des imprimantes 3D moléculaires. Ce monde était harmonieux, écologique, et, à en juger, utilisait des types d'énergie fondamentalement différents. L'énergie de l'éther, du son, de la vibration. Ces mêmes vases résonateurs et dômes condensateurs, ce sont des parties d'un réseau énergétique global qui fournissait de l'électricité et de la chaleur gratuite. Mais quelque chose s'est produit. Un dysfonctionnement s'est produit. La grande réinitialisation. Les villes ont été détruites par des déluges, ensevelies sous l'argile, incendiées par des décharges atmosphériques. Les survivants, ou les nouveaux colons, se sont retrouvés dans un monde encombré de débris de grandeur. Et alors a commencé la plus massive falsification de l'histoire de l'humanité. Les nouvelles élites qui ont pris le pouvoir ont compris une chose simple. Si elles racontaient la vérité aux gens sur ce qu'étaient leurs ancêtres et quelle technologie ils possédaient, elles ne pourraient pas contrôler la foule. Il est impossible de forcer un homme à travailler dans une mine pour des clopinettes et à brûler du charbon s'il sait que son arrière-grand-père tirait l'énergie de l'air et que sa vaisselle était imprimée par une machine.